Foundations. Nathaniel Nat Reynolds avait construit sa vie brique par brique, tout comme les maisons de luxe que son entreprise de construction avait érigées en Nouvelle-Angleterre. À 42 ans, il imposait le respect dans l'industrie de la construction de Boston, un autodidacte à succès qui avait commencé à manier des marteaux à 16 ans et employait désormais plus de 200 personnes. Ses mains calleuses et son visage buriné racontaient l'histoire de quelqu'un qui avait tout gagné grâce à son courage et sa détermination. Le vent de février a traversé la veste de Nat alors qu'il se tenait sur le balcon de leur Beacon Hill brownstone, regardant le texte qui était apparu par erreur sur son téléphone. Un message clairement destiné à quelqu'un d'autre lui avait été envoyé. Au lieu de cela, il planifie le voyage aux Maldives pour notre anniversaire. Le moment idéal pour lui dire l'expéditeur, Vanessa Reynolds, sa femme depuis 11 ans. Nat agrippa fermement le téléphone, les jointures largement écartées contre l'étui noir. Ce n'était pas le premier message suspect qu'il interceptait depuis des mois. De petites incohérences étaient apparues dans le comportement. Nat se concentrait sur la stratégie et l'expansion. Sa loyauté farouche lors du divorce avait consolidé sa position de son associé la plus fiable. Richardson veut se rencontrer au sujet du projet Providence. Elle s'est présentée un matin dans son bureau du centre-ville. Il dit qu'il s'inquiète du calendrier. Dites-lui que ses inquiétudes sont notées, mais que le calendrier reste inchangé. Nat répondit sans lever les yeux de son ordinateur portable. S'il souhaite travailler avec Reynolds Construction, il accepte nos conditions. Trisha hocha la tête puis hésita, il y a autre chose. George Matthews est décédé hier soir. Complications cardiaques dues à la pneumonie. L'expression de Nat est restée inchangée, informer la comptabilité d'envoyer des fleurs funéraires de l'entreprise. Arrangement standard déjà réalisé. Trisha l'observa attentivement. Eleanor a demandé si vous assisteriez au service. Non, la réponse a été immédiate et définitive. Un autre a choisi. Vanessa a rappelé pour la 3e fois ce mois-ci. Nat leva finalement les yeux. Le divorce est définitif. Les NDA sont en place. Il n'y a rien à discuter. Elle a déclaré, il s'agit de clôture, pas de réconciliation. J'ai obtenu ma clôture en Alaska. Nat retourna à son travail, la conversation clairement terminée. Après le départ de Trisha, Nat se rassit sur sa chaise, s'accordant un moment de réflexion. La mort de George Matthews n'a suscité aucun chagrin en lui, seulement la lointaine reconnaissance qu'un chapitre était véritablement terminé. L'homme qu'il avait traité avec un mépris à peine voilé pendant 11 ans avait disparu. Son empire démantelé, son héritage terni. Eleanor Matthews allait désormais faire face seule à sa situation réduite, sans le mari dont le sens financier et social avait bâti sa position dans la société de Boston. L'audit de l'IRS avait abouti à des sanctions substantielles obligeant à la liquidation de la plupart de leurs actifs. La fondation qui avait fait sa fierté fonctionne désormais sous une nouvelle direction. Son attention s'est déplacée des arts d'élite vers les programmes communautaires. Plus tard dans la soirée, alors que Nat se rendait à Marblehead le long de la route côtière, son téléphone a sonné via le Bluetooth de la voiture. Le numéro était bloqué, mais il a quand même répondu. Reynolds, c'est moi. La voix de Vanessa remplit la voiture. J'ai entendu parler de papa, Nat est resté silencieux, se concentrant sur la route à parcourir. Je n'appelle pas pour vous demander de venir aux funérailles, a-t-elle poursuivi. Je sais mieux que ça. Alors pourquoi tu appelles ? Demanda-t-il, enfin pour vous le dire. Je comprends maintenant ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Sa voix était ferme, libre de la manipulation émotionnelle qui était autrefois son approche réflexive. Pas seulement le voyage en Alaska, mais tout ce qui a suivi. Le démantèlement systématique de nos vies. Ce n'était pas une vengeance, dit Nat après un moment. C'était des conséquences. Je sais que. Maintenant une pause. Daniel a quitté Portland et a rompu le contrat. La dernière fois que j'ai entendu dire qu'il était à Seattle pour essayer de reconstruire sous un nouveau nom. C'est son choix. Maman vend la dernière propriété Wellesley et déménage dans un condo au centre-ville. Elle demande parfois de tes nouvelles. Comment tu vas ? Nat a changé de voix, dépassant un véhicule plus lent. Est-ce que cette conversation a un sens, Vanessa ? Oui, sa voix est devenue plus déterminée. Je quitte Boston pour déménager à Chicago pour recommencer. Avant de partir, je voulais dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 6 mois. Vous aviez raison sur tout cela. Nous méritons ce qui est arrivé. L'aveu resta en suspens entre eux, inattendu et non sollicité. Tu m'as aimé autrefois, a-t-elle poursuivi, et j'ai détruit cela par égoïsme et par stupidité. Je n'attends pas de pardon. Je sais que ce n'est pas qui tu es, mais j'ai besoin que tu saches que je comprends l'ampleur de ce que j'ai perdu.
Nat entra dans l'allée de sa maison en marbre, les phares illuminant la structure moderne sur le ciel qui s'assombrissait. C'est tout? Oui, sa voix s'est légèrement bloquée. Au revoir Nat, au revoir Vanessa. Il a mis fin à l'appel sans autre commentaire. À l'intérieur de la maison, Nat se versa un bourbon et se dirigea vers la terrasse. Les océans s'étendaient devant lui, vastes et implacables, tout comme le vide qu'il avait cultivé en lui-même. Là où résidaient autrefois l'amour et la confiance, se dressait désormais une forteresse bâtie sur la prudence et le contrôle. Les mois qui ont suivi l'incident de l'Alaska et le divorce qui a suivi l'ont fondamentalement changé. Le Nathaniel Reynolds qui avait autrefois cherché à être accepté dans le monde de Vanessa avait disparu, remplacé par un homme qui comprenait la véritable nature du pouvoir et n'avait aucun scrupule à l'exercer. Il n'avait pas seulement survécu à la trahison, il l'avait transformé en arme et l'avait retourné contre ceux qui l'avaient sous-estimé. L'entrepreneur de Dorchester s'était révélé être un stratège d'une précision terrifiante, capable de démanteler des vies avec la même habileté qu'il utilisait pour construire des bâtiments. Tout en sirotant son bourbon, Nat réfléchissait à la symétrie de tout cela. Ses beaux-parents avaient toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour leur fille et qu'il lui manquait le raffinement et la sophistication requis pour leur monde. En leur donnant raison en devenant l'homme impitoyable et impitoyable qu'ils avaient toujours soupçonné qu'il était, il leur avait également prouvé qu'ils avaient tort de manière catastrophique quant à ses capacités. La semaine suivante, Nat a décliné toutes les invitations aux funérailles de George Matthews. Au lieu de cela, il a passé la journée à finaliser les plans du nouveau projet de Reynolds Construction. Une école de métier axée sur les compétences en construction, construite sur un terrain adjacent à l'un des quartiers les plus défavorisés de Boston. La fondation Reynolds offrirait des bourses, Reynolds Construction offrirait des stages et des placements professionnels. Le cycle de construction se poursuivrait, créant des opportunités pour ceux qui étaient prêts à travailler ensemble avec leurs mains et leur esprit, comme Nat lui-même l'avait fait lors de la cérémonie d'inauguration. Un journaliste a demandé si le projet était lié à son récent divorce avec Vanessa Matthews, dont la famille jouait un rôle important dans la philanthropie de Boston. « Ma vie personnelle est privée », répondit Nat avec le sourire serré qui était devenu son personnage public. « Mais je dirais ceci, chaque expérience nous apprend quelque chose si nous sommes prêts à apprendre. J'ai appris l'importance de construire des choses qui durent. » L'école de métier porterait le nom de son père, le plombier qui lui avait appris à respecter le travail. Honeyt. Il n'y aurait aucun nom de Matthews sur le bâtiment, aucun espace de galerie, aucune concession au monde qu'il avait autrefois jugé insuffisant dans sa maison de Marblehead. Cette nuit-là, Nat reçut une dernière nouvelle de Trisha. Daniel Harmon avait été arrêté à Seattle pour fraude artistique. Cette fois sans possibilité d'intervention ou d'évasion. L'homme qui avait participé à la conspiration visant à détruire la vie de Nat avait finalement détruit la sienne par le même orgueil et la même tromperie qu'il avait définie à Boston. Nat a noté l'information sans commentaire ni satisfaction. Il n'y avait aucune joie dans la chute de ses ennemis, seulement une froide reconnaissance que l'ordre naturel s'était réaffirmé. Les actions ont eu des conséquences. Les choix ont défini les destins. Alors qu'il se tenait sur son pont et regardait les vagues s'écraser contre les rochers en contrebas, Nathaniel Reynolds comprit une vérité que Vanessa et sa famille avaient apprise trop tard. Dans l'architecture de la trahison, chaque structure finit par s'effondrer sous son propre poids. Les seules fondations durables sont celles fondées sur l'honnêteté, la loyauté et le respect, éléments qui manquaient finalement à son mariage. Il ne leur avait pas pardonné. Il ne le ferait jamais. Mais en exécutant sa vengeance méticuleuse, en démantelant leur monde avec une précision chirurgicale, il avait découvert quelque chose d'inattendu. Libéré du besoin de leur approbation, de leur acceptation, de leur monde, l'entrepreneur de Dorchester s'en était construit un nouveau, comme il avait toujours fait, et cette fois, les fondations ne craqueraient jamais. C'est là que notre histoire se termine. Jamais demandé. Les yeux de Trisha s'écarquillèrent. Jésus, Nat, je m'occupe de tous les préparatifs de voyage de notre mariage. Vanessa déteste s'occuper des détails. Je leur dirai que nous prenons un vol privé, une folie spéciale pour notre anniversaire. Le plan de vol sera déposé pour Anchorage avec une supposée correspondance, mais il n'y aura pas de vol de correspondance. Et lorsqu'ils atterriront en Alaska au lieu d'Emerald, ils seront accueillis par le personnel d'Extreme Wildern Experience. La réservation est à mon nom, mais je ne serai pas là. Je vais t'expliquer. Il y a eu une urgence professionnelle de dernière minute. La voix de Nat était plate, sans émotion. Ils ont présenté leur programme comme un changement de vie. 3 semaines dans la nature sauvage de l'Alaska, apprenant à survivre avec un minimum de fournitures. Trisha laissa échapper un faible sifflement. C'est diabolique. Ce n'est que la première phase. Nat se tourna vers son ordinateur et commença à taper. J'ai besoin que vous me trouviez le meilleur avocat spécialisé en divorce à Boston, quelqu'un d'impitoyable, discret et ayant de l'expérience avec les familles riches. Et son amant?
Cette Harmon a assombri l'expression de Nat. Je n'ai pas encore fini de planifier pour lui. Ce soir-là, Nat a rencontré Anthony Russo, un ancien client dont la société de sécurité s'occupait de tout, de la protection des entreprises aux enquêtes privées. Ils étaient assis dans le bureau de Russo au centre-ville, tandis que les lumières de la ville s'allumaient en contrebas. J'ai besoin d'une surveillance sur 3 personnes, dit Nat en faisant glisser un dossier sur le bureau. Discret, minutieux et légalement défendable. Je veux savoir où ils vont, toutes les personnes qu'ils rencontrent et surtout toutes les transactions financières. Russo ouvrit le dossier, jetant un coup d'œil aux photos de Vanessa, Daniel, Harmon et les Matthews. Limite légale restée dans les limites de la loi, mais aller jusqu'au bout. Je veux un effet de levier. Russo hocha lentement la tête. C'est personnel, très cher. Nat ne s'y a pas. Facturez-moi ce qu'il en coûte. Au cours des 2 semaines suivantes, Nat a conservé une façade parfaite. Il a joué le rôle du mari dévoué, a finalisé les préparatifs de voyage de Malte et a même assisté à un dîner au domaine Matthews-Wellesley, où Eleanor Matthews a eu l'audace de lui demander s'il avait emballé ses beaux vêtements pour le voyage. Pendant tout ce temps, l'équipe de Russo a documenté chaque rencontre entre Vanessa et Harmon, y compris triste dans son loft du quartier des Arts. Ils ont photographié Eleanor Matthews en train de déjeuner avec Harmon, complotant clairement. Ils ont enregistré George Matthews en train de passer des appels au sujet des arrangements financiers après le divorce. Les enregistrements les plus accablants étaient ceux du bureau de la galerie, obtenus légalement grâce à une faille. Le bâtiment appartenait toujours techniquement à Reynolds Construction avec un bail perpétuel à la galerie de Vanessa. Le contrat que Nat avait rédigé il y a des années comprenait une clause sur la surveillance de la sécurité. Je pensais que j'adorerais la voir s'effondrer quand je la confronterais. Nat l'a dit à Trisha alors qu'ils examinaient les preuves. Mais maintenant, je veux juste voir son visage quand cet avion atterrira en Alaska. Trisha l'étudia avec inquiétude. Two has changed, Nate. Non, dit-il doucement, je suis en train de devenir celui que j'ai toujours été, à la différence de l'homme qui essayait de s'intégrer dans son monde. La veille du voyage, Nat a préparé les derniers détails. Il a organisé son absence du vol, réclamant une réunion de projet d'urgence. Il a confirmé la réservation pour l'Alaska et la voiture privée qui les attendrait à l'aéroport d'Anchorage. Alors qu'il remplissait la valise de Vanessa avec des vêtements totalement inappropriés pour la nature sauvage de l'Alaska, il glissa un article qu'elle n'avait pas choisi. Une copie imprimée d'un email qu'elle avait envoyé à Harmon décrivant comment elle prévoyait d'informer Nat du divorce à son retour des Maldes. « Voyons comment vous gérez le froid », murmura-t-il en fermant la valise. Chapitre 3, Découverte. Le matin du voyage s'est levé, clair et lumineux, avec un temps de vol parfait. Nat avait réservé une limousine pour récupérer les Matthews à leur propriété de Wellesley, avant de les récupérer, lui et Vanessa, à leur brownstone. Alors qu'il chargeait les bagages dans le coffre, Vanessa a discuté sur son téléphone, probablement avec son assistante de galerie. Nat a capté des fragments de la conversation. 3 semaines numériques complètes détox, de retour pour le vernissage. Quand elle a raccroché, il a demandé « Tout est réglé à la galerie. Timing parfait. En fait, la nouvelle collection de Daniel arrive pendant notre absence. Mais Michel peut gérer le travail de préparation. » Son sourire était professionnel, le même qu'elle utilisait lors des événements de la galerie, lorsqu'elle parlait à des acheteurs potentiels qu'elle n'aimait pas particulièrement. La limousine est arrivée à leur porte à 8 heures précises. Nat a aidé le chauffeur avec les sacs, tandis que Vanessa s'est installée sur la banquette arrière en envoyant immédiatement des SMS sur son téléphone. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent au domaine Matthews. George et Eleanor sont ressortis impeccablement habillés comme toujours. George dans ses vêtements de voyage sur mesure, son pantalon en lin et son pull en cachemire, et Eleanor dans une tenue de villégiature fluide qui coûte probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Nat chérie, Eleanor l'embrassa près de ses joues. Tellement généreux de votre part d'organiser ce merveilleux voyage. George lui tapa sur l'épaule. Belle chose que tu fais pour ton anniversaire, mon fils, très bien. Leur performance était presque admirable. Si Nat n'avait pas vu la preuve, il aurait pu croire que leur affection était authentique. Alors qu'il s'installait dans la limousine, Nat vérifia sa montre. Nous sommes dans les temps. As-tu pensé à emporter le chapeau de mon fils? Vanessa a demandé, celui à large bord? C'est dans ta valise. Nat a répondu, avec tout ce dont vous aurez besoin. Le trajet jusqu'à l'aérodrome privé a duré 40 minutes. Nat a passé la majeure partie de son temps à écouter les Matthews discuter de leurs attentes concernant les Maldes, des restaurants qu'ils voulaient essayer, des soins de spa. Eleanor avait fait des recherches sur les excursions exclusives dont George avait entendu parler. Et le meilleur,
dit Eleanor en tapotant le genou de Nat avec condescendance, c'est qu'il n'y a aucune construction pour vous distraire, juste une pure relaxation. J'ai hâte de me déconnecter. Nat accepta, croisant son regard fixement. Lorsqu'ils arrivèrent à l'aérodrome, un élégant jet privé attendait sur le tarmac. Nat n'avait épargné aucune dépense. La tromperie devait être sans faille. Alors qu'ils approchaient de l'avion, le téléphone de Nat sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. Je dois prendre ça. Allez-y tous et embarquez. Le pilote les a accueillis avec une courtoisie professionnelle et a pris leur passeport pour traitement, comme Nat l'avait convenu. Pendant ce temps, Nat faisait les 100 pas près du hangar, engagé dans une conversation téléphonique de plus en plus animée. Finalement, il s'est approché de l'avion où les autres attendaient dans la luxueuse cabine. Il y a un problème, annonce-t-il d'un ton grave, le projet de la Williams Tower. Il y a eu un problème structurel. L'inspecteur de la ville menace de fermer le chantier. Maintenant, l'agacement de Vanessa était à peine dissimulé. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas s'en occuper? C'est un contrat de 5 millions de dollars, a répondu Nat. Si nous le perdons, je dois licencier 30 personnes. George Matthews, redressé sur son siège, dit, la chose responsable serait de s'en occuper. Nat business d'abord. Bien sûr, il dirait que dans le monde de Matthews, les affaires passent toujours en premier, sauf lorsqu'elles interfèrent avec leurs plans. Le pilote a vos documents de voyage. Nat a dit, j'ai tout arrangé. Je me rattraperai dès que possible, j'espère demain ou après-demain, mais c'est notre voyage d'anniversaire. Vanessa protesta, même si Nat sentit du soulagement derrière son objection. Je sais, chérie. Il se pencha pour l'embrasser sur la joue. Je vais me rattraper. Alors qu'il descendait de l'avion, il aperçut Vanessa déjà au téléphone, en train d'envoyer sans aucun doute des SMS aux informations. Pendant ce temps, Eleanor murmurait quelque chose à George, qui hocha la tête avec une satisfaction mal dissimulée. La porte de la cabine s'est fermée. Nat observait depuis le hangar le jet rouler, puis décoller dans le ciel bleu. Ce n'est que lorsqu'il eut disparu de notre vue, qu'il s'autorisa un sourire froid. Bon voyage, murmura-t-il. De retour dans la limousine. Nat vérifia de nouveau sa montre. À présent, les voyageurs seraient déjà installés pour le long vol. Le pilote, un ancien militaire qui devait une faveur à Nat, annonçait qu'il se dirigeait vers Dubaï pour une escale de ravitaillement avant de continuer vers les Maldes. En réalité, il volait directement vers Anchorage. Le téléphone de Nat sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Colis livré au studio comme demandé, timing parfait. Daniel Harmon allait bientôt recevoir sa propre surprise. Alors que la limousine revenait en ville, Nat a ordonné au chauffeur de ne pas le ramener chez lui mais à une autre adresse. Une propriété au bord de l'eau à Marblehead qu'il avait achetée via une société écran 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait soupçonné pour la première fois l'infidélité de Vanessa. Debout sur le pont surplombant l'océan, Nat a passé un dernier appel. C'est fait, dit-il à Trisha. Ils sont dans les airs et l'amant est sur le point de découvrir que sa prochaine exposition a été définitivement annulée. Nat a mis fin à l'appel et a regardé le vaste Atlantique. Dans environ 10 heures, un avion atterrirait à Anchorage, en Alaska. 3 personnes très surprises débarqueraient, s'attendant à la chaleur tropicale et au froid arctique. Ils seraient accueillis par le personnel d'Extreme Wildern Experience, qui les informerait de leur cours de survie de 3 semaines, prépayés, non remboursables et commençant immédiatement et quelque part à Boston. Daniel Harmon contemplerait les cendres de l'œuvre de sa vie, chaque toile de son exposition révolutionnaire mystérieusement détruite dans un accident de studio. Ce n'était que le début. Nat Reynolds était un constructeur par nature, mais ce qu'il construisait actuellement n'était ni une maison ni une tour de bureau. C'était quelque chose de bien plus complexe et dévastateur, le démantèlement complet de tous ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4 échoué. Après 10 heures de vol, Vanessa Reynolds regardait par la fenêtre le paysage en contrebas, un sentiment de malaise croissant la rongeait. L'étendue blanche sans fin qui s'étendait sous eux ne ressemblait en rien à l'approche tropicale des Maldes qu'elle avait étudiée. « Excusez-moi » a-t-elle appelé le pilote qui venait de sortir du cockpit. Il semble y avoir une certaine confusion. Pourquoi survolons-nous la neige? Le pilote, un homme stoïque nommé Capitaine Walsh, s'approcha avec une expression neutre. Nous commençons notre descente vers Anchorage, Madame Reynolds. Nous devrions être au sol dans environ 20 minutes. Anchorage, Eleanor Matthews l'interrompit en mettant de côté son magazine. Comme en Alaska, il doit y avoir une erreur. Nous allons aux Maldes. Ne vous y trompez pas, madame, mon plan de vol est pour Anchorage, en Alaska, destination finale. George Matthews déboucla sa ceinture de sécurité et releva le visage, rouge de colère.
C'est absurde. Je vous demande de contacter immédiatement le contrôle aérien et de vous rediriger vers notre destination appropriée. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, monsieur. Nous avons l'autorisation d'atterrir à Anchorage, suffisamment de carburant pour Anchorage et aucun plan de vol pour ailleurs. Le capitaine Walsh restait impassible. Veuillez retourner à votre siège pour atterrir. Je veux parler à mon mari. Demanda Vanessa, sortant son téléphone pour ne trouver aucun signal. Pourquoi n'y a-t-il pas de service? Les téléphones satellites ne fonctionnent que dans certaines régions. Madame Reynolds, votre mari a été très précis sur la panne de communication pendant ce voyage. Le pilote est retourné au cockpit en fermant fermement la porte derrière lui. Les 3 passagers échangèrent des regards perplexes alors que la réalité de leur situation commençait à s'imprégner. C'est l'œuvre de Nat, murmura Vanessa, sa main tremblant légèrement, il sait. 20 minutes plus tard, l'avion atterrissait sur un petit aérodrome privé à l'extérieur d'Anchorage. À travers les fenêtres, il pouvait voir un groupe d'apparence robuste attendant à côté de 2 véhicules lourds arborant le logo Extreme Wildern Experience. Lorsque la porte de l'avion s'est ouverte, un souffle d'air glacial s'est précipité dans la cabine. En bas des escaliers se tenait une femme musclée avec un visage buriné par les intempéries et des cheveux courts poivre et sel. « Bienvenue en Alaska », appelait-elle joyeusement. « Je suis Rita Blackburn, votre instructeur en chef. Nous vous attendions. » Vanessa descendit les escaliers, se protégeant d'abord du froid dans ses vêtements légers de villégiature. Il y a eu une terrible erreur. Nous sommes censés aller au Mald. Rita a consulté un presse-papier. J'ai une réservation ici pour le forfait premium de 3 semaines de cours de survie extrême de Reynolds Party, tous les frais payés à l'avance. Elle a levé les yeux avec un sourire qui n'a pas vraiment atteint ses yeux. Aucune erreur de notre part. George Matthews a dévalé les escaliers, son visage violet de rage. Écoutez, me voici George Matthews de Matthews Financial. Il y a clairement eu un malentendu et nous avons besoin d'un transport immédiat pour retourner à l'aéroport. Ce ne sera pas possible, a répondu calmement monsieur Matthews. Le pilote a déjà déposé son plan de départ. De plus, il n'y a pas de vols commerciaux avant mardi et notre emplacement est à 3 heures de route de l'aéroport principal. Eleanor Matthews est sortie visiblement frissonnante. Nous allons poursuivre en justice. Vous êtes invité à contacter votre avocat à votre retour dans 3 semaines. Le temps change. Les prévisions annoncent de fortes chutes de neige cette nuit. Comme sur cul, les réacteurs rugissaient derrière eux. Ils se tournèrent pour voir le capitaine Walsh leur faire un faux salut depuis le cockpit avant de commencer à rouler. Attendez, Vanessa a appelé de manière féodale. Votre mari a laissé des instructions spécifiques, a expliqué Rita, en les guidant vers les véhicules en attente. Il a dit que vous aviez tous désespérément besoin d'une cure de désintoxication numérique et de défis du monde réel, a-t-il mentionné. Ce fut une surprise qui a changé votre vie pour votre anniversaire. Les implications de la situation commençaient à se faire sentir. Vanessa sentit son estomac se serrer en se rappelant le texte qu'elle avait accidentellement envoyé à Nat quelques semaines plus tôt. Il avait prévu ça, murmura-t-elle. Il a planifié tout ça. Alors qu'ils étaient chargés dans les véhicules robustes, Rita leur tendit à chacun une épaisse enveloppe. Votre mari vous les a laissés et vous a suggéré de les lire une fois arrivés au camp de base. De retour à Boston, Nat était assis dans le studio d'art de Daniel Harmon, entouré des restes calcinés de ce qui avaient été autrefois les chefs d'œuvre du peintre. L'odeur de fumée persistait encore dans l'air, se mêlant aux odeurs chimiques de peinture et de tarpentine. En face de lui, Harmon faisait les 100 pas comme un animal en cage, son apparence artistique soigneusement cultivée étant désormais véritablement échevelée. As-tu une idée de ce que tu as fait? La voix d'Harmon se brisa de désespoir. Cette collection a été ma percée. 3 ans de travail terminés, tragique accident. Répondit Nat en sirotant un verre de bourbon qu'il avait apporté avec lui. Déclencher un feu électrique pendant que vous étiez absent. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Ce n'était pas un accident, cracha Harmon. Et nous le savons tous les deux. Nat posa son verre et se leva, utilisant son avantage en hauteur pour dominer l'homme plus petit. Prouvez-le. Où est Vanessa? J'ai besoin de lui parler. Vanessa n'est pas disponible. Elle fait un voyage spécial que j'ai organisé. Nat fit le tour du studio en examinant les cadres calcinés, quelque part, froids, isolés, une construction de caractère. La compréhension apparut sur le visage d'Harmon. Vous savez pour nous. Je sais tout. Nat a sorti son téléphone et a montré à Harmon une série de photos, lui et Vanessa ensemble dans diverses situations compromettantes, lui rencontrant les Matthews.
Le contenu des courriels échangés entre toutes les parties. Je suis au courant du projet de me prendre au dépourvu après le voyage aux Maldives. Je sais que George Matthews a promis de t'ouvrir une vraie galerie après le divorce. Armonpald. Écoute, Reynolds. Non, tu écoutes. La voix de Nat restait étrangement calme. En ce moment, Vanessa et ses parents entament ce que la brochure décrit comme les 3 semaines les plus difficiles de leur vie. À leur retour, s'ils reviennent, ils constateront que leur monde confortable a considérablement changé. « Que veux-tu de moi ?» a demandé Harmon. Sa bravade artistique s'est complètement évaporée. De neige promise commençait à tomber. Chapitre 5 Conséquences. Le 3e jour de ce que Vanessa avait commencé à appeler leur cauchemar alaskien, elle se tenait debout, frissonnante, au bord d'un ruisseau à moitié gelé, essayant de remplir une gourde d'eau potable, tout en portant 4 couches de vêtements. N'oubliez pas de le filtrer d'abord à travers le tissu, a conseillé Kevin, l'un des guides de la nature, qui semblait prendre un plaisir particulier à regarder les 3 citadins lutter avec les tâches de survie de base. À moins que vous vouliez la fièvre du castor, c'est inhumain. Eleanor se plaignit derrière elle, là où elle était censée ramasser du petit bois. En 3 jours, ses ongles parfaitement entretenus s'étaient cassés, ses crèmes pour le visage coûteuses avaient gelé et sa dignité s'était érodée. À chaque voyage aux latrines au milieu de la nuit, votre mari a payé un supplément pour vivre une expérience authentique. Kevin a répondu joyeusement, pas d'électricité, pas d'eau courante, des fournitures minimales. Il a spécifiquement demandé, nous ne sommes pas indulgents avec vous. Exténuante de 5 miles à travers un terrain enneigé pour atteindre un point de contrôle où ils étaient censés construire un abri pour la nuit. Tous 3 étaient épuisés, affamés et de plus en plus désespérés. Je ne peux plus faire ça, sanglota Eleanor en s'effondrant sur une bûche tombée. Ses cheveux autrefois parfaits pendaient en mèches grasses et son visage luxueux avait été ravagé par le vent et le froid. Nous pourrions mourir ici. Nous n'allons pas mourir, lui assura Rita avec un détachement clinique, même si vous souhaiteriez peut-être le faire. Au jour 10, George avait développé une toux persistante, qui inquiétait Vanessa. Son père, malgré toutes ses fanfaronnades et son pouvoir social, était réduit à un vieil homme frêle sous ses yeux. « Mon père a besoin de soins médicaux », a-t-elle dit en privé à Rita. Cela est allé assez loin. Il a été examiné par notre médecin ce matin. Rita a répondu, c'est un rhume, pas une hypothermie ou une pneumonie. Il survivra. Vous ne comprenez pas mon mari. Il nous punit, mais c'est extrême. La santé de mon père. Votre mari a payé le triple de notre tarif normal avec des instructions spécifiques. Pas de libération anticipée, sauf en cas de danger mortel. L'expression de Rita se ramolliait légèrement. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous tous, mais d'après mon expérience, les gens n'organisent pas quelque chose comme ça sans provocation sérieuse. Vanessa est restée silencieuse, le poids de ses actions commençant enfin à s'enfoncer. Elle avait été tellement convaincue que Daniel était son âme sœur artistique que Nat n'avait jamais vraiment compris son monde, que le divorce était la seule voie à suivre. Avec les encouragements de ses parents, elle s'était convaincue que Nat accepterait le règlement qu'ils avaient prévu. Trop occupée avec son empire de construction pour se battre pour un mariage qui s'était refroidi. Maintenant, tremblant dans le désert de l'Alaska, elle voyait un côté de Nathaniel Reynolds qu'elle n'avait jamais rencontré en 11 ans ensemble, calculant, patient et tout à fait impitoyable. Ce soir-là, se blottissait dans leur abri de fortune alors que les températures tombaient en dessous du gel, Vanessa a finalement confronté ses parents. « C'est de notre faute », a-t-elle dit, en regardant son souffle former des nuages dans l'air glacial. « Nous l'avons sous-estimé, des bêtises », a répondu George, bien que sa voix manque de conviction. « C'est juste un voyou avec de l'argent. Une fois de retour à Boston, mon avocat saura bien ce que papa le poursuivra pour nous avoir envoyé en voyage pour lequel il a payé, pour nous avoir donné exactement ce que la brochure a promis. » Vanessa tira ses genoux vers sa poitrine. Il a des preuves de tout, l'affaire, vos réunions avec Daniel, les plans de divorce. Il l'a eu pendant des mois et n'a rien dit, il a juste planifié cela. Le visage d'Eleanor s'effondre. Mais pourquoi aller à des tels extrêmes? Les gens normaux déposaient simplement le divorce. Nat n'est pas des gens normaux, répondit doucement Vanessa. C'est un homme qui a construit un empire de rien, qui a combattu pour tout ce qu'il a. Nous l'avons traité comme s'il était en dessous de nous, et maintenant il nous montre exactement qui il est vraiment. Alors qu'il se déchaînait dans un silence mal à l'aise, brisé uniquement par la toux de George, Vanessa s'est rendu compte avec une crainte croissante que leur inconfort actuel pourrait être juste le début de la rétribution de Nat. Chapitre 6 Ruines. La communauté des arts de Boston a été un buzz avec des ragots.
la fermeture soudaine de la prestigieuse galerie Matthews, la destruction mystérieuse de la nouvelle collection très attendue de Daniel Harmon et les interrogatoires ultérieurs de l'artiste par la police avaient créé une parfaite tempête de scandales. Nat s'est assis à une table d'angle dans un restaurant haut de gamme écoutant, alors que Trisha a rapporté les derniers développements. Harmon a été libéré sous caution, mais l'enquête de contrefaçon prend de l'ampleur. 3 galeries supplémentaires ont manifesté des inquiétudes concernant les pièces qu'il a authentifiées. Elle a siroté son vin et votre cercle social dans les beaux-parents commence à poser des questions sur leur mystérieuse retraite de nature sauvage prolongée. Toute tentative de contact, aucune ne réussit. Votre ami au Wildern quand maintient la panne de communication comme convenu. Jour 10 de 21. Nat hocha la tête, vérifiant sa montre et le Brownstone se fait emballer. Comme indiqué. Tous vos articles personnels ont été transférés à la maison en marbre. La collection d'art a été évaluée et documentée pour la procédure de divorce. Le serveur s'est approché avec leur entrée. Une fois parti, Nat a poursuivi, qu'en est-il des comptes de fondation? Eleanor Matthews Charitable Foundation avait été sa fierté et sa joie et un abri fiscal important pour la richesse de la famille. Grâce à une série complexe de manœuvres juridiques, Nat avait réussi à déclencher un audit de l'IRS des activités de la fondation au cours des 5 dernières années. L'audit commence la semaine prochaine. A confirmé Trisha. Le comptable que vous avez recommandé en a trouvé des irrégularités concernant la façon dont les fonds ont été alloués. Rien d'illégal, je fais confiance, dit Nat avec un sourire sans joie. Bien sûr, pas seulement assez de divergences pour justifier une enquête approfondie et éventuellement des sanctions importantes. Pendant qu'il mangeait, Nat n'a ressenti aucune satisfaction, seulement une détermination à froid pour voir son plan jusqu'à la fin. L'homme qui avait autrefois aimé Vanessa avait disparu, remplacé par quelqu'un qui considérait sa trahison comme un problème commercial pour être résolu avec une efficacité impitoyable. Il y a encore une chose, a déclaré Trisha. Hésitamment, Daniel Harmon a tenté d'accéder à la galerie hier soir. La sécurité l'a surpris en train d'essayer. Nat a haussé un sourcil, intéressant. Ont-ils appelé la police? Non, comme indiqué, ils l'ont escorté de la propriété avec un avertissement. Il était instable, se déchaînant sur les œuvres d'art qui lui appartiennent. Techniquement, toutes les œuvres d'art de cette galerie sont devenues garanties pour les prêts commerciaux. Lorsque Vanessa a restructuré le financement l'année dernière, Nat a pris une gorgée de son bourbon, un détail qu'elle a peut-être négligé lors de la planification de sa stratégie de sortie. En Alaska. Le jour 10 a apporté un nouveau niveau de misère pour les participants au désert. Un blizzard avait forcé tout le monde à rester dans les cabines de camp de base pendant 2 jours, avec des températures tombant à 15 en dessous de zéro. La proximité forcée s'était effilochée déjà les nerfs tendus au point de rupture. Nous ne pouvons pas nous asseoir ici, cria George, son visage alarmant rouge alors qu'il faisait rythmer la petite. Cabine. Mon entreprise, ma fondation, tout pourrait s'effondrer pendant que nous sommes piégés dans cet enfer gelé. Vanessa était assise sur son lit, enveloppée dans des couvertures, regardant son père se dérouler. Les conditions difficiles avaient supprimé sa présence dominante, révélant l'homme contrôlant sans sécurité en dessous. « Papa, s'il te plaît, asseyez-vous » a-t-elle exhorté. « Votre tension artérielle. »« Ne me parlez pas de ma tension artérielle » claqua-t-il. « Votre mari nous a enlevés et vous agissez comme si nous le méritons. » Eleanor, qui avait à peine parlé depuis des jours, leva soudain les yeux de son lit, « Ne fais pas. » Sa voix était à peine audible au-dessus du vent hurlant à l'extérieur. Nous avons comploté derrière son dos. Nous l'avons traité comme s'il était jetable. Pas maintenant, Eleanor. George a averti oui. Maintenant, la posture normalement parfaite d'Eleanor avait froissé ses épaules, complète de défaite. Nous avons poussé Vanessa à l'épouser parce que son entreprise a réussi, puis a passé des années à le traiter comme s'il n'était pas assez bon. Nous avons encouragé sa liaison parce que Daniel a mieux adapté notre image. Elle a regardé sa fille aux yeux rouges. Nous ne sommes pas victimes, George. Nous obtenons exactement ce que nous méritons. Le blizzard faisait rage, assorti de la tempête se préparant à l'intérieur de la petite cabine alors que des années de prétention et de manipulation sociale ont finalement été mises à nu à Boston. Daniel Harmon était défait. Interdit de la galerie qui tenait ses œuvres restantes, ses comptes bancaires figés par l'enquête et sa réputation ternie par des chuchotements de contrefaçon, il s'était retiré dans son loft, qui était maintenant parsemé de bouteilles vides et a commencé à démarrer sur les toiles. Lorsque le coup est venu à sa porte, il a supposé que c'était à nouveau la police. Au lieu de cela, il a trouvé Nathaniel Reynolds. Venez adjurer, harmonés, clairement intoxiqués, malgré leur précoce. Je suis venu vous faire une offre.
Nat a répondu, entrant dans l'espace ébouriffé sans attendre une invitation, une issue. Harmon a donné un rire amer. À moins que vous ne puissiez comme par magie des frais de contrefaçon et que la ruine financière disparaît, je ne vois pas comment je peux faire disparaître les accusations de contrefaçon, a déclaré Nat calmement. Les principaux témoins pourraient rétracter leurs déclarations, les preuves pourraient être réexaminées et non concluantes. L'espoir scintillait sur le visage marqué d'Harmon, rapidement remplacé par des soupçons. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je veux quelque chose en retour. Nat lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouve une confession détaillant comment vous et Vanessa ont conspiré pour me frauder ainsi que la galerie. Comment vous avez manipulé les évaluations pour gonfler la valeur de votre travail. Comment vous aviez prévu de me divorcer et de me laisser financièrement compromis. Ce n'est pas vrai. Harmon a protesté, bien que ses yeux s'éloignent. Cela n'a pas d'importance. Signez-le, datez-le et faites-le notoriser aujourd'hui. Nat a vérifié sa montre. Le notaire sera là dans 20 minutes. Une fois que j'ai eu ce document, l'enquête de contrefaçon atteindra des barrages routiers inattendus. Et si je refuse, je te regarde aller en prison pour fraude artistique. L'expression de Nat est restée impassible. Votre choix. 20 minutes plus tard, la main d'Harmon trembla alors qu'il signerait le document devant un notaire qui ne posait aucune question et évitait le contact visuel. Discussion sage, a déclaré Nat, prenant la confession notorise. Encore une chose, vous quittez Boston aujourd'hui. Il y a une position qui vous attend dans une petite galerie de Portland, Oregon, très petite, du genre qui vend des paysages aquarelles aux touristes. Vous ne pouvez pas me forcer à partir, dit Harmon, mais sans conviction. En fait, je peux. C'est incroyable ce que les gens seront d'accord pour faire face à des accusations criminelles. Nat, déplacez-vous vers la porte, une voiture viendra vous chercher à 6 packs légers. Alors que le jour 14 apparut en Alaska, Vanessa s'est réveillée pour trouver leur instructeur, Rita, debout dans la porte de la cabine. Temps pour votre dernier défi, a annoncé Rita. Une expérience de survie en solo de 3 jours. Vous serez chacun pris pour séparer les emplacements avec des fournitures minimales. Nous surveillerons à distance, mais vous serez seul. George, dont la toux s'était aggravée malgré le traitement du médecin, secoua la tête. Je ne peux pas. Ma santé, déjà éliminée avec l'équipe médicale. Rita è la coupe. Vos emplacements ont été sélectionnés en fonction de vos conditions physiques, Monsieur Matthews. Le vôtre est le moins exigeant. Alors qu'ils rassemblaient leurs maigres fournitures, Vanessa a ressenti un étrange sentiment de clarté émergeant à travers son épuisement et son peur. Au cours des 2 semaines qui ont suivi leur arrivée en Alaska, elle avait perdu 12 livres, toutes les traces de son apparence soigneusement entretenue et, surtout, ses illusions sur elle-même et ses parents. La femme qui avait prévu de quitter Nat pour un partenaire plus approprié semblait maintenant être un étranger, peu profond, intitulé et à couper le souffle. Face à de vraies difficultés, le tempérament artistique de Daniel Harmon et la position sociale de ses parents ne semblaient pas seulement dénués de sens mais absurdes. Avant de se séparer pour leur défi en solo, Eleanor a saisi le bras de Vanessa avec une force surprenante. Quoi qu'il arrive, a-t-elle dit O'Rarsley, lorsque nous retournons à Boston, nous faisons les choses correctement. Nous méritons sa colère, mais nous devons accepter la responsabilité. Vanessa a hoché la tête, les larmes se glissant sur ses joues dans le froid amer. S'il écoutait même, il ne le fera pas. Un désert, Vanessa a réalisé que son père avait raison. EWS avait perdu 30 livres et a développé une infection respiratoire persistante qui a nécessité une intervention médicale. À leur retour à la civilisation, l'apparence parfaitement entretenue d'Eleanor avait été ravagée par l'exposition et les difficultés. Ses mains désormais calleuses et son visage altéra. Vanessa se reconnaissa à peine dans le miroir, dure tranquillement, rompant le long silence. Affrontez-lui. Vanessa a répondu. C'est le moins que je lui dois. George, regroupé dans des couvertures malgré la chaleur de la cabine, toussa douloureusement. Ne vous attendez pas à la miséricorde. L'avion a atterri à l'aéroport international de Logan, plutôt qu'à l'aérodrome privé dont ils ont quitté. Alors qu'ils débarquaient, las et ébouriffés, ils n'ont pas été accueillis par Nat, mais par une jeune femme dans un costume d'affaires tenant un panneau avec Matthews Reynolds imprimé dessus. Bienvenue à nouveau, a-t-elle dit avec un détachement professionnel. Je suis Melissa de Watkin Legal. On m'a demandé de vous fournir ces documents et le transport vers vos résidences respectives. Elle a tendu chacun d'eux une enveloppe épaisse. Vanessa a ouvert le sien avec des doigts tremblants pour trouver des papiers de divorce, une ordonnance d'interdiction l'empêchant d'accéder à la galerie et une lettre de l'avocat de Nat expliquant que ses effets personnels avaient été transférés au Brownstone de Bacon, île qu'elle était invitée à occuper après avoir acheté la moitié de Nat à la valeur marchande.
Eleanor et George ont reçu des enveloppes similaires. Bien qu'il y ait des avis juridiques différents, la documentation d'un audit de l'IRS de leur fondation, des preuves d'irrégularité financière dans la société d'investissement de George et des copies de leurs propres courriels incriminants concernant le divorce prévu. Où est Nat? Demanda Vanessa. Melissa, Monsieur Reynolds n'a aucun intérêt à rencontrer aucun de vous. La femme a répondu. Toute communication devrait passer par notre bureau. Ils ont été dirigés vers des véhicules séparés, George et Eleanor dans leur domaine Wellesley, Vanessa au brownstone qu'elle avait partagé avec Nat. La route dans les rues familières s'est sentie surréaliste après des semaines dans le désert. La ville semblait anormalement bruyante, les lumières trop brillantes, le rythme frénétique. Lorsque Vanessa est arrivée au brownstone, elle l'a trouvé à la fois familier et extraterrestre. Ses effets personnels étaient là, méticuleusement organisés, mais toutes les traces de Nat avaient été supprimées. Ses livres, ses vêtements, les photographies d'eux ensemble, même les meubles qu'il avait préférés. C'était comme s'il avait été excisé chirurgicalement de l'espace qu'il partageait depuis des années. Sur la table à manger était assis un seul élément qui n'avait pas été là auparavant. Une copie encadrée de son SMS sur la prise de son nouveau petit ami pendant le voyage, agrandie et montée comme une œuvre d'art. Et puis au-delà des larmes, Vanessa a coulé sur le canapé et a essayé d'atteindre Daniel. Son numéro avait été déconnecté. Lorsqu'elle a essayé le numéro de la galerie, un message automatisé l'a informé que la galerie de Matthew a été fermée en permanence. Pendant ce temps, à Wellesley, Eleanor et George ont découvert leur propre retour soigneusement orchestré. La maison était intacte, mais le personnel clé avait démissionné, citant des raisons personnelles. Le ministère de l'Intérieur de George avait été dépouillé de documents sensibles, des documents qui apparaissaient maintenant comme preuve dans les avis juridiques qu'ils avaient reçus. Le plus inquiétant était la pile de journaux et d'impressions laissées en évidence sur leur compteur de cuisine documentant le scandale qui avait éclaté en leur absence. L'enquête contre la contrefaçon de Daniel Harmon, la fermeture de la galerie et les rumeurs d'inconduite financière au Matthews Investment Group. Il a tout détruit, murmura George, s'enfonçant dans une chaise. Eleanor, montrant plus de résilience qu'elle ne l'avait fait en Alaska, se redressa les épaules. Non, George, nous avons fait ça. Nous devons maintenant décider si nous allons nous battre ou nous rendre. Dans sa tête de marbre à la maison, Nat a regardé les images de sécurité des deux propriétés sur son ordinateur portable. Observant le retour des survivants, il n'y avait aucune satisfaction à voir leurs expressions choquées, leurs apparences diminuées. Il ne ressentait qu'une détermination froide pour compléter ce qu'il avait commencé. Ils sont tous de retour, a rapporté Trisha par téléphone. Watkin a livré les papiers comme indiqué et Harmon est arrivé à Portland hier. Le propriétaire de la galerie là-bas pense qu'il lui fait une faveur en lui envoyant un talent prometteur. Elle n'a aucune idée du scandale ici. Bon, Nat a fermé l'ordinateur portable. Qu'en est-il des transferts de la fondation Reynolds terminés? Le fonds de bourse d'études pour l'enseignement commercial a été créé avec les 10 millions initiaux. Les actifs restants sont prêts à être transférés une fois le divorce finalisé. Tout en démentant son mariage et en punissant ceux qui l'avaient trahi, Nat avait également construit quelque chose de nouveau. Une fondation pour offrir des bourses de formation professionnelle aux jeunes défavorisés intéressés par la construction et les métiers. C'était peut-être le seul résultat positif de toute l'épreuve. Gardez-moi au courant de l'état médical de George, a indiqué Nat. Je ne veux pas qu'il soit mort, juste humilié. Après avoir raccroché, Nat se dirigea vers le pont, surplombant l'océan. Les vagues se sont écrasées contre les rochers en dessous, implacables et impitoyables, tout comme la campagne qu'il avait menée contre ceux qui avaient conspiré contre lui. Dans une autre vie, il aurait pu ressentir des remords pour l'approche terrestre brûlée qu'il avait adoptée. Mais cette version de Nathaniel Reynolds était décédée au moment où il a lu le message texte de sa femme. L'homme qui est resté a été forgé d'un matériau plus dur capable de calculer les mouvements et les contre-mouvements avec une précision mécanique. Le lendemain matin, Vanessa s'est forcée à se doucher, à s'habiller et à se préparer à faire face aux ruines de sa vie. L'eau chaude et les vêtements propres ressemblaient à un luxe inimaginable après 3 semaines dans le désert, mais ils ne lui ont pas apporté de joie. Alors qu'elle sirotait son premier vrai café depuis des semaines, son téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Madame Reynolds, a demandé une voix de femme. Quand elle a répondu, c'est Gloria Watkin. Je représente votre mari dans la procédure de divorce. J'ai supposé autant, répondit Vanessa. J'ai reçu les papiers. Bon, Monsieur Reynolds préfère un divorce incontesté. Les conditions sont décrites dans les documents. Vanessa a dit une seule fois. Monsieur Reynolds a été explicite qu'il n'a rien à dire. Les médias sociaux ont révélé qu'il avait supprimé tous ses comptes.
Les publications artistiques qu'il avait autrefois célébrées ont maintenant porté des histoires sur l'enquête sur les œuvres d'art forgées et son départ soudain de Boston. C'était comme s'il avait disparu ou avait été effacé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Daniel Harmon se tenait à ce moment dans une petite galerie de Portland, en Oregon, organisant des paysages touristiques sur les murs, loin de l'espace Yvangar qu'il avait commandé à Boston. Le propriétaire de la galerie, une femme joyeuse dans la soixantaine, avait clairement indiqué que sa période abstraite notoire était indésirable ici. Les clients voulaient des scènes reconnaissables, montagnes, forêts, côtes. Son nouvel appartement était un studio au-dessus d'un café. Sa nouvelle identité, élaborée par le biais de l'accord juridique, Nat l'avait forcé à signer, comprenait une clause qui l'empêchait de créer ou de vendre de l'art abstrait pendant 5 ans. Son style de signature, le travail qu'il avait défini, a été interdit contractuellement. Chaque matin, il s'est réveillé à l'odeur du café et à la connaissance que Nathaniel Reynolds avait méthodiquement démantelé tout ce qu'il avait été. Chapitre 8 Confrontation. Le bureau de Gloria Watkin a occupé le dernier étage d'un élégant bâtiment du centre-ville avec une vue panoramique sur le port de Boston. Vanessa est arrivée précisément à 10 ans, vêtue de la tenue la plus conservatrice qu'elle pouvait trouver parmi ses vêtements restants. Son avocat, conservé à la hâte la veille, l'a accompagnée d'une mallette pleine de notes mais peu d'optimisme quant à la modification des conditions de divorce. Ils ont été escortés dans une salle de conférence où Watkin a attendu, impeccablement habillé et flanqué de 2 avocats juniors. Nat lui-même était particulièrement absente. Monsieur Reynolds envoie ses regrets, a déclaré Watkin sans préambule. Il a décidé de ne pas y assister personnellement. Ce n'était pas notre accord, a protesté Vanessa. Il n'y avait aucun accord, Madame Reynolds. Il y avait une possibilité que Monsieur Reynolds a reconsidérée. Watkin a fait un geste vers les chaises. Cependant, il m'a autorisé à discuter de toute préoccupation que vous pourriez avoir concernant les conditions de divorce. L'avocat de Vanessa, Martin Schultz, s'est avancé. Mon client a droit à votre client, a interrompu Watkin. Cully a droit précisément à ce que l'accord prénuptial spécifie, ce qui est considérablement inférieur à ce que Monsieur Reynolds propose. Ne prétendons pas le contraire. La réunion s'est déroulée avec l'efficacité clinique, avec Watkin portant sur chaque point que Schultz a soulevé, avec des réponses et de la documentation préparée. L'accord prénuptiel que Vanessa avait signé avant leur mariage, sur l'insistance de ses parents, ironiquement pour protéger les actifs de la famille Matthews, a maintenant travaillé contre elle, limitant ses affirmations à la richesse considérable de Nat. La galerie, a finalement déclaré Vanessa, passant par les manœuvres juridiques, c'était le travail de ma vie. La galerie, a répondu Watkin, opérait sur des biens appartenant à Reynolds Construction avec le fonds de roulement fourni par les prêts de Monsieur Reynolds Company. Votre contribution était principalement curatoriale, qui, bien que précieuse, ne constitue pas la propriété, et mes artistes leur travail. Tous les artistes ont été informés que leurs contrats avec la Galerie Matthews sont résiliés. Ils sont libres de chercher une représentation ailleurs. Watkin a consulté une tablette. Quant à l'inventaire, les articles non impliqués dans l'enquête de contrefaçon en cours ont été retournés aux artistes respectifs. Le démantèlement systématique de sa vie professionnelle a laissé Vanessa à bout de souffle. Au fur et à mesure que la réunion se poursuivait, elle a réalisé que Nat avait anticipé et bloqué tous les moyens de résistance possibles. J'ai besoin de lui parler, a-t-elle insisté à nouveau comme la réunion s'est terminée, non pas en tant que partie en divorce, mais en tant que personne qui partageait 11 ans. Watkin l'a étudié pendant un moment avant de répondre. Je vais transmettre votre demande. C'est tout ce que je peux faire. Alors que Vanessa et Schultz rassemblaient leur matériel pour partir, la salle de conférence, la porte s'ouvrait, Nat se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression illisible. Donnez-nous la chambre, a-t-il dit à Watkin, qui a hoché la tête et a fait signe à tout le monde de partir quand ils étaient seuls. Vanessa a été frappée par la façon dont il est apparu inchangé. La même présence solide, le même regard intense. Quelle que soit la transformation qui s'était produite était interne, invisible à l'œil mais palpable à froid. A-t-il maintenu? Vous vouliez parler, a-t-il dit, restant debout. Parler. Vanessa avait répété ce moment pendant les nuits blanches en Alaska et depuis son retour, mais maintenant les mots lui ont échoué. Nat, moi, si vous allez vous excuser, sauvez-le. Sa voix était plate, sans émotion. Si vous allez mendier pour la réconciliation, c'est hors de la table. Si vous allez menacer ou négocier, parlez avec Gloria. Je veux juste comprendre pourquoi vous êtes allé à des tels extrêmes, Vanessa a déclaré. Le voyage en Alaska détruisant la carrière de Daniel, ciblant mes parents. C'est disproportionné. Un scintillement d'émotion, quelque chose comme l'incrédulité, a traversé le visage de Nat.
Disproportion. Vous et vos parents avez conspiré avec votre amant pour m'aveugrer avec divorce après que je vous ai emmené en voyage d'anniversaire. Vous aviez prévu de m'humilier professionnellement et personnellement. Vous m'avez traité comme un tremplin que vous pourriez jeter quand on pratique. Sa voix est restée parce que je pensais que c'était leur problème, pas le nôtre. J'ai travaillé 8 semaines pour construire quelque chose de digne de vous, seulement pour découvrir que vous planifiez votre sortie avec quelqu'un de plus aligné sur vos sensibilités artistiques. Sa dissection calme de leur relation était plus dévastatrice que la colère ne l'aurait été. Vanessa a reconnu la vérité dans ses mots, aussi douloureuse. Que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé tranquillement. Maintenant, vous signez les papiers de divorce, achetez ma moitié du brownstone ou le vendez et partagez le produit et nous ne nous reverrons plus jamais. Nat a vérifié sa montre. J'ai alloué 15 minutes pour cette conversation. Nous avons encore 3 minutes et mes parents, votre père, devraient se concentrer sur sa santé et préparer son vérification de l'IRS. Vanessa a fait de la dignité de Vanessa. Eleanor a maintenu une veillée à son chevet, son cercle social, notamment absent dans leur temps de besoin. La parole de la chute de Mathieu